On dit souvent que la vie réserve des surprises, des événements heureux ou tragiques qui bouleversent parfois nos destinées. L'amour, les catastrophes naturelles, les accidents peuvent faire basculer nos existences du jour au lendemain. Nous avons rencontré des Normands qui ont accepté de revenir sur ces moments charnières, qui les aient subis ou bien choisis quand la vie bascule. C'est le thème de ce nouveau numéro d'Enquête de région. Une tempête, un incendie, une inondation. Les catastrophes entrent par effraction dans nos vies et les font basculer. Ce fut le cas en décembre 1999 quand la tempête du siècle bouleversa l'existence de centaines de Normands. Mourad Saadi avait 19 ans lorsqu'il reçut une balle dans la jambe un soir de Saint-Sylvestre. Handicapé, le jeune homme a dû repenser son existence. On n'imagine pas, on n'est pas prêt à 19 ans à se dire je vais être en situation de handicap, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parfois, c'est nous qui choisissons de bouleverser le cours de nos existences. Par amour, Louis le Normand a aidé Marion, l'Allemande de l'Est, à passer le rideau de fer et à s'évader, caché dans le coffre d'une automobile. Liam, lui, a pris une décision radicale pour sa vie, changer de genre. Le jeune homme est dorénavant en accord avec lui-même. J'étais pas bien, je savais pas comment l'expliquer à l'époque et au final, je voulais être un homme, j'étais un homme, je voulais avoir le corps d'un homme, je voulais être reconnu comme un homme, donc on m'appelle monsieur, avoir de la barbe, les cheveux courts, tout ça quoi. Pour ce nouveau numéro d'Enquête de région, nous nous sommes installés à Étretat, dans le Pays de Caux, en Seine-Maritime. Il y a plus de 20 ans, ce territoire a été particulièrement touché par l'Otar. L'Otar, c'est ce cyclone surnommé la tempête du siècle qui a ravagé le nord de la France les 26 et 27 décembre 1999. 2 décennies plus tard, les habitants sont encore marqués par cette catastrophe climatique aussi soudaine que violente. Certains ont tout perdu et sont encore traumatisés. Justement, Angèle, tu t'es rendue dans le petit village de Grainville-la-Teinturière en Seine-Maritime, une commune qui a subi à plusieurs reprises d'importantes inondations et dont les habitants ont vu leur vie brutalement basculer. Regardez. Il y a des gens qui se sont levés avec les pieds dans l'eau, dans leur chambre. Et ils n'avaient rien, ils s'étaient aperçus de rien. Moi, une des réflexions qui m'est venue, c'est de me dire mais du jour au lendemain, on peut être SDF. Puisqu'on n'a plus rien, même plus un vêtement à se mettre. « 40 ans de vie contenus dans une boîte. Ces quelques kilos de papier reviennent aujourd'hui pour la première fois là où ils ont été ramassés en 1995. On voit plus rien. Hein. Non, pour moi qui ne connais pas les photos, voilà. C'est vrai que voilà, elles sont même encore collées. Elles sont encore collées, pour vous dire. C'est dingue. Vous voyez, comme quoi, j'imagine que ce sont des photos de vacances, mais j'en suis même pas sûre. Et ça, je n'arrive pas à m'en séparer. Vous voyez, comme quoi... Des souvenirs effacés en 30 minutes, il y a 25 ans. À l'époque, Christine Changeux vit dans cette maison de plein pied avec son compagnon et ses 2 enfants. Désormais, c'est son fils qui l'occupe avec sa famille. Là, c'est la chambre à toi. Regarde, ça, c'est ça, la chambre à Julien. Le meuble était effondré. La chambre à Laura, toute pleine de boue. Oui. Le lundi 30 janvier 1995, au petit matin, la voisine prévient Christine. Une importante quantité d'eau s'écoule vers le quartier de la Vaujouette. Mes enfants étaient déjà habillés parce que prêts à partir pour aller chez la nourrice et partir à l'école. Donc du coup, la voisine d'en face est venue, m'a récupéré mes enfants, me les a pris. Ils sont passés par-dessus les haies et après, pendant quelques heures, je ne sais pas ce que sont devenus mes enfants. J'étais dans la maison qui était en train de prendre l'eau de partout, donc j'ai fait un certain nombre de choses dont je ne me rappelle pas forcément, mais je mettais les chaises sur les tables, j'essayais de monter les papiers sur des étagères. En une demi-heure, la maison est sous les eaux. Christine est évacuée en bonne santé dans les bras des pompiers et découvre l'étendue des dégâts quelques jours plus tard. Quand on est revenu dans la maison, une semaine après, moi j'avais de l'eau encore jusqu'à la cheville. On y venait en barque en fait. Et les plongeurs, il y avait des plongeurs qui étaient là et ils nous ont demandé si on voulait récupérer certaines choses. Alors je sais qu'on lui aura dit oui, ils sont venus récupérer. Alors honnêtement, je me souviens plus de ce que c'était, mais ils sont venus, mais en plongeant. Il a fallu tout nettoyer, tout racheter. La famille est retournée dans sa maison 6 mois plus tard et sa vie
est redevenue ce qu'elle était. Des familles comme celle de Christine, le maire de Grainville-la-Teinturière en a aidé des dizaines ce jour-là. Ça, c'est l'école, vous voyez, l'école. Les gens étaient montés dans des bennes sur des tracteurs pour circuler. René Vimont a dû faire face à un événement sans précédent et des habitants désemparés. Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus rien, on n'a plus de maison. Je dis, vous inquiétez pas. J'en savais absolument rien. Hein. Je dis, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, on va vous retrouver quelque chose. À la mairie de Grainville, un PC sécurité est constitué. Les élus suivent avec appréhension les nouvelles de la météo. On est dans un village de 1100 habitants, un petit peu moins à l'époque, mais enfin c'était à peu près ça. On se connaît tous. Moi, je voyais la détresse de tous ces pauvres gens là. C'est là qu'il faut pas flancher non plus, parce que quand j'en parle, c'est émouvant. Là, on est à combien de mètres de la Durdan en fait? On est De chez moi, à 80 mètres à peu près. 80 mètres, oui. Clotilde vit au bord de l'eau depuis 52 ans. Les épisodes de forte pluie ne lui ont jamais fait peur. J'ai vu ma maison plusieurs fois avec de l'eau autour et j'ai jamais, à part 2 cm, quoi, je me dis non, j'ai jamais inondé. Quoi. Je pense que les anciens avaient un niveau d'études qui était quand même pour pas que ça inonde, quoi. Mais j'aime bien ma petite rivière parce que c'est vrai que c'est joli, quoi, si vous voulez. Ah bah oui, bien sûr. En 1995 et en 99, lors de la tempête, la menace ne vient pas de son joli ruisseau, mais des coteaux alentours. Et là, c'est la ligne de chemin de fer, voyez-vous. Toute la terre est partie. Toute l'eau était derrière, et à un moment donné, les pompiers de jour, ça va péter, puis effectivement, ça a pété. Et ça, c'est la ligne suspendue, la ligne de chemin de fer, et le trou qui s'est formé. Et quand l'eau a parti, ben, c'est là qu'on a inondé, quoi. Oui, oui. Des routes sous les eaux, des arbres déracinés. Ces images ont été tournées à la veille de l'an 2000 par les filles de Clotilde, alors adolescente. Là, c'est Virginie, ça. Mais moi, quand je vois les filles, puis je me dis, bah, quand vous les voyez comme ça, ils ne sont pas traumatisés. Non, parce que si vraiment ils avaient eu peur ou quoi que ce soit, je sens qu'ils n'auraient pas été dehors ou quoi que ce soit. Elle vous en parle encore aujourd'hui? Comme ça, de temps en temps, un petit peu. En 6 ans, le bassin de la Durdan a subi 3 montées des eaux exceptionnelles. Alors pour maîtriser cet élément dévastateur, Grainville-la-Teinturière et les communes alentours ont réalisé des aménagements. Bon, avant, qu'est-ce qui se passait? Ça montait. Ça stagnait ici, quoi. Toutes les maisons inondaient. Là, on a fait ce fameux travail, le fameux tuyau de 1,20 m qui traverse tout Grainville, et ça ressort derrière le dernier moulin de Grainville dans la Durdan. Et c'est cette particularité qui fait que depuis, on n'a plus jamais aucun souci. Même si elle n'est plus entrée chez eux depuis plus de 20 ans, l'eau a laissé des traces dans la mémoire des habitants. Des familles qui, pour la plupart, n'ont jamais quitté le village, par solidarité ou pour mieux se reconstruire. Christian Navarre, vous êtes psychiatre, chef de service au centre hospitalier du Rouvray, près de Rouen, et vous êtes surtout le référent en Normandie du réseau de cellules d'urgence médico-psychologiques. En 95 et en 99, vous étiez auprès des habitants de Grainville-la-Teinturière. Ces inondations, c'est un traumatisme collectif et individuel. C'est ça? Tout à fait. En réalité, nous vivons tous au quotidien sans nous en rendre compte, avec des rituels, une vie réglée, ce qu'on appelle la routine. Et puis tout d'un coup, survient un événement, un bouleversement, qui va entraîner ce qu'on appelle une effraction dans notre illusion d'immortalité. C'est-à-dire que ce psychotraumatisme va tout bouleverser en quelques heures. Les repères que nous avions au niveau géographique, au niveau intellectuel disparaissent. Et c'est là une phase de choc qui entraîne effectivement une désorientation, une panique. Qui a quelles conséquences sur les gens? Alors il y a 2 choses très importantes à distinguer. C'est d'abord lorsqu'il y a des décédés, c'est-à-dire lorsque les gens perdent des proches, on tombe dans ce qu'on appelle un deuil traumatique. Donc là, c'est une prise en charge très spécifique, puisque quand les gens ont perdu une personne chère à leur cœur, on voit bien qu'on est au-delà même de l'inondation ou de l'orage ou de la catastrophe. Mais au quotidien, lorsque les gens constatent au petit matin en général, lorsque ça survient la nuit, qu'il n'y a dans leur maison plus rien, plus aucun souvenir, plus aucune photo, plus aucun jouet de leurs enfants,
plus aucune même facture ou leur papier d'identité. Tout d'un coup, c'est comme si leur personnalité s'effractait, ils perdent un bout d'eux-mêmes, car en réalité, être un humain, c'est être un corps, être aussi de façon globale une mémoire, et si cette mémoire disparaît parce que tout ce qui l'a rattaché au réel n'est plus là, effectivement, c'est un traumatisme puisqu'on passe dans autre chose, il y a une bascule vers une autre vie. Depuis 1995, la Normandie et la Seine-Maritime en particulier n'ont pas été épargnées par les catastrophes. On pense évidemment à ces inondations, mais aussi à l'attentat contre le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est vraiment différents traumatismes qui ont profondément marqué les Normands. Tout à fait. La réalité, c'est que, comme je le précisais, lorsqu'il y a un décès, on se renvoie tous à la perte d'un proche. Donc, ce sont des manifestations de deuil, des obsèques, des funérailles collectives. Il est très important dans ces moments-là qu'il y ait une solidarité locale, nationale, des autorités aussi qui viennent participer à cette souffrance collective. Et cette détresse doit être gérée. Alors, il s'agit bien évidemment de pleurs, mais aussi de colère, de revendications, de recherche de boucs émissaires, parce que passer la phase de choc, qu'on appelle la phase de commotion, inhibition, stupeur qu'on voit dans les attentats où les gens marchent et errent dans la rue sans savoir tellement où aller, lorsqu'ils sont incapables d'exprimer autre chose que des émotions, on n'est pas dans la logique. Alors qu'après, effectivement, on va rechercher les causes et c'est là que, quand vous parlez de la Normandie, bien souvent, on a vu même des élus mis en cause pour des décisions qui avaient été prises collectivement auparavant, mais lorsque la catastrophe survient, il faut trouver des responsables. Et la catastrophe qui a le plus marqué les gens dans la région, vous nous le disiez, c'est probablement celle du Cuba Libre, 14 décès après un incendie dans un bar de Rouen. Alors c'est vrai que l'attentat contre le père Hamel a beaucoup choqué puisque c'était quelqu'un de très connu et que ça a eu une répercussion quasiment internationale vu la période des attentats, mais la catastrophe, en tout cas plus limitée au niveau médiatique, mais très importante, c'est effectivement le décès de 14 jeunes de 20 ans qui étaient dans une soirée d'anniversaire et où on a vu arriver à ce moment-là des parents complètement bouleversés, et même pour les sauveteurs, même pour les gens qui sont intervenus, quels qu'ils soient, on se trouve effectivement très démunis parce que ça nous renvoie à notre fragilité d'être humain, au fait que nos certitudes tout d'un coup basculent et qu'on tombe dans quelque chose de très difficile à gérer. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de traumatisme finalement. Ce qui fait la différence, c'est effectivement probablement lorsqu'il y a des décès, alors des décès d'enfants, et puis bien évidemment lorsque ça se passe près de chez soi. On est hélas moins concerné par des attentats qui vont concerner 100 et 200 personnes à plusieurs milliers de kilomètres. Qu'est-ce qui peut arriver chez nous? C'est quelque chose d'assez humain. Et c'est pourquoi les médias sont très importants, puisque à la fois, ils peuvent porter de l'information. Et ce qui a un peu manqué sur le Cuba Libre, on l'a souvent remarqué, c'est que les gens se sont sentis soutenus, alors que pour Lubrizol, qui est arrivé plus récemment, les médias étaient un peu moins présents. Et très vite, la société hyper connectée d'aujourd'hui, très émotionnelle, ne supporte pas finalement d'être abandonnée par les médias. Un dernier mot sur les accidents de la route. On pense à ce carambolage qui a eu lieu il y a quelques années à Bourg-Achard. Il y avait eu des centaines de blessés, des centaines de voitures impliquées. C'est aussi traumatisant? Alors c'est aussi traumatisant, mais ça signe aussi une époque qui était qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et on était dans quelque chose qui était la première intervention d'une cellule psychologique, donc sur un carambolage, un accident. Et ça a été quelque chose d'assez novateur parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait la notion de blessé psychique. Parce qu'on parle toujours des blessés physiques, somatiques, qui perdent un membre, qui perdent l'usage de leurs yeux. Là, on parle vraiment de traumatisme psychologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appellerait des morts vivants, c'est-à-dire des gens qui en fait sont morts psychiquement, mais qui physiquement sont indemnes. Et avant la création des cellules d'urgence médico-psychologiques par le médecin général Kroc en 1995, ces gens-là n'étaient pas pris en charge. Donc à partir de cette époque, donc 1997, c'est 2 ans après, on a considéré qu'il fallait prendre en compte le psychotraumatisme, les victimes, en lien avec les associations de victimes maintenant, avec même une cellule interministérielle d'aide aux victimes. Donc ça a été effectivement un changement et l'autoroute de Bourg-Achard a été la première situation où on a vraiment pris en compte ces blessés psychiques et psychologiques. Donc la prise en charge évolue en fonction des catastrophes qui arrivent. Tout à fait. Merci beaucoup, merci. Monsieur Navarre. Merci. Parfois, d'un traumatisme collectif va naître une histoire individuelle heureuse. Nous avons retrouvé Louis et Marion Baucher. Il est normand, elle est allemande de l'Est et en 1971, ce couple a franchi le rideau de fer au péril de sa vie pour s'installer dans le Bessin normand quand une histoire d'amour triomphe de la guerre froide. Regardez.
Leur histoire d'amour et de liberté s'est écrite en voiture, au cours d'un long périple de 4000 km à travers l'Europe. Un jour de 1971, Marion s'est évadée dans une vieille 403 immatriculée en Normandie. Louis était déjà au volant. C'était vraiment l'aventure de ma vie et de la tienne aussi, je pense. Oui, bah, la vitesse est limitée à 30 km/h. Ici. Oui, bon, je vais faire demi-tour ici. C'était au temps lointain où un rideau de fer déchirait l'Europe. Les voitures ne parlaient pas encore. Ça, dans la 403, on ne vous disait pas que c'était limité à 30 km/h. Non, elle se taisait. Je crois qu'on peut aussi lui couper. On était tranquille au moins quand on conduisait. Attention, Louis, il y a une voiture derrière. Demi-tour donc. L'histoire d'amour débute en 1970 à Leipzig, une vitrine de la jeune République démocratique allemande. Louis est un étudiant normand venu trouver le dépaysement dans cette grande ville un peu grise d'Allemagne de l'Est. Il rencontre Marion Winter, une étudiante allemande au caractère affirmé. Elle a 20 ans, elle se sent à l'étroit dans le moule socialiste. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai dit à Louis, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pars. Et c'est là qu'entre en scène la Peugeot 403. Elle sera le sésame vers la liberté. Mes parents, ils nous avaient mis la voiture à disposition. Ils l'avaient fait transformer donc, chez un maréchal ferrant de Guéron, près de Bayeux. Je ne sais pas trop ce que mon père lui avait dit. Donc il avait découpé la plaque métallique qui séparait l'habitacle du coffre, et il avait soudé une autre plaque métallique, une trentaine de centimètres en arrière, réduisant le volume du coffre en conséquence. Mais ça ne se voyait pas trop pour quelqu'un qui ne connaissait pas bien la 403. Un jour d'août 1971, un télégramme parvient en Normandie, chez les parents de Louis. Marion est bien passée à l'ouest. Le coup a réussi. Je n'ai jamais rien regretté, rien. Rien ne m'attachait à ce pays. J'ai passé une jeunesse avec des copains, on rigolait beaucoup, on chantait beaucoup. Je ne dis pas que j'étais malheureuse dans mes relations, c'est pas ça du tout. Mais c'était un pays dans lequel je ne respirais pas. Cette armée populaire impeccable est pour la RDA la gardienne de la patrie socialiste. La conscience des gens, c'est un capital à ne pas laisser dormir. Rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est le premier livre des petits-enfants en cours préparatoire. Oui. Dès les bancs de l'école, la RDA apprend à être cette société attentive, appliquée, fière de ses réussites. Ça, c'est le lever du drapeau. C'était une cérémonie hebdomadaire. Jugendweihe, traduction littérale, consécration de la jeunesse. Et puis chaque classe arrivait en bloc, vous savez, au pas. Toc, toc, toc. C'est une sorte de confirmation laïque et marque l'entrée solennelle des jeunes de 14 ans dans leur vie de citoyens de la République démocratique. Je signale que la classe est prête à l'appel, et puis on repartait. En plus des études et de la spécialisation choisie plus tard, il y a naturellement l'enseignement de base du marxisme-léninisme. Les enfants étaient mis sur la ligne du parti du début jusqu'à la fin. En public, il est prudent de surveiller ses propos. La langue de bois s'impose à tous. Je voudrais dire ceci, que je suis non seulement heureux de faire mon travail et d'exercer cette responsabilité syndicale. Non, mais si on était resté là-bas, toi, tu aurais fini par avoir des ennuis dans ton travail parce que tu ne peux pas la fermer. Je suis aussi très heureux de pouvoir vivre dans cet état de RDA. Je suis certaine que si j'étais restée là-bas, un jour je serais allée en prison. J'aurais eu plein d'ennuis. La RDA a tous les attributs de l'État totalitaire. Sa police politique, la Stasi, est un monstre invisible qui s'immisce partout, qui écoute.
qui surveillent. On ne pouvait pas faire confiance aux personnes que l'on fréquentait. On ne pouvait pas lire ce qu'on voulait. On savait que dans chaque groupe, il y avait des personnes qui rapportaient vos faits et gestes. Tout le monde le savait. C'est absolument insupportable. Le mur de Berlin symbolise alors la fracture de l'Europe. Un rideau de fer sépare hermétiquement les deux blocs. Il est conçu pour interdire tout exode vers l'ouest. À Leipzig, dans le plus grand secret, les amoureux ont fomenté une évasion. Le 4 août 1971, Marion se rend en Hongrie, munie d'un visa en bonne et due forme. Elle prétexte des vacances au camping. En Normandie, Louis prend le volant de la 403, direction la Hongrie. Juet-Mondet-Budapest, cela fait 1800 km. La voiture a consommé 8,3 litres au 100, écrit-il. Marion est bien arrivée. Tout a l'air de se passer comme prévu. Au camping, voici venu l'instant crucial. La cachette sera-t-elle assez grande ? Le maréchal Ferrand avait aussi coupé une partie des ressorts du dossier qui était à vif. Et la première fois qu'on lui a voulu fermer le dossier, ça n'allait pas, quoi. Ça piquait dans le dos. Mais ça aurait pu échouer parce qu'il manquait 10 cm. Hein. Au 5. Le 10 août, la 403 met le cap au sud. La frontière avec la Yougoslavie est réputée moins surveillée. À Szeged, avant le grand saut, Louis écrit à ses parents. Au cas où ça n'irait pas, mettez-vous en contact avec les affaires étrangères par l'intermédiaire de la préfecture afin de me faire libérer aussi vite que possible. Nous avons un peu peur. Dans 1 heure ou 2, nous serons fixés presque définitivement. Je savais qu'on allait arriver à la frontière bientôt. J'étais évidemment complètement dans le noir. La seule crainte que j'avais, c'est que je tousse dans la cachette. Un Hongrois a ouvert le coffre, a jeté un coup d'œil assez rapide, et ça s'est arrêté là. Après avoir franchi la frontière, on ne s'est pas mis à crier ou à jubiler, enfin comme... Non, on était tout calme, serein, concentré. À Belgrade, au consulat d'Allemagne de l'Ouest, Marion obtient un nouveau passeport en moins d'1 heure. Mais il reste une dernière frontière à franchir. Faut-il tenter le diable en réutilisant la cachette ? 2 ou 3 kilomètres avant la frontière, nous avons décidé de nous séparer. Donc je me suis arrêté au bord de la route, Marion est descendue, elle a poursuivi son chemin à pied, comme une autostoppeuse. Et c'était en pleine nuit, à minuit. Les gardes frontières sont émus en voyant cette jeune femme seule dans la nuit. Ils lui proposent de se mettre à l'abri en attendant qu'une voiture se présente. Tiens, justement, voici une Peugeot 403. J'ai demandé à la jeune fille où elle voulait aller. Donc elle m'a indiqué la ville de Gießen. Et puis je lui ai dit, sans excès d'enthousiasme particulier, je lui ai dit bah oui, dans ce cas-là, bon, très bien, je vous prends. Et depuis, vous faites la route ensemble? Absolument, voilà. On ne se sépare jamais. La vitesse est limitée à 50 km par heure. Mais la route sera encore longue. Il faudra des années pour voir enfin le rideau de fer s'effondrer. En 1989, la population est-allemande ose défier le régime. La ville de Leipzig, où a grandi Marion, est alors le premier foyer de contestation. Nous avons acheté à la foire de Caen une parabole, une antenne parabolique. Et nous étions collés devant la télé tous les soirs. C'est une très très forte émotion, la peur. Les forces de l'ordre dispersent à coups de matraque les manifestants.
C'était vraiment la solution la plus probable à l'époque qui tire dans le tas. Et puis en quelques heures, c'est le destin de tout un peuple qui bascule. Lorsque le mur est tombé, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré, j'en pleure encore. C'est vrai. C'est très, très, très fort. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23 h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. C'était une explosion de liberté et c'est ça qui est impressionnant. Oui. Mon histoire, là, moi, bon, c'est une petite histoire. Mais la chute du mur... C'est l'histoire, avec un grand H. Oui. On vient de le voir, dans l'adversité, parfois, nos forces sont décuplées. Après un accident, on peut baisser les bras ou au contraire transcender ses difficultés. C'est le cas de Mourad Saadi. Ce Normand, ancien handballeur de haut niveau, a perdu une jambe à l'âge de 19 ans, puis s'est reconstruit peu à peu une vie de sportif. On va le rejoindre. Bonjour Mourad Saadi. Bonjour Florent. Vous êtes originaire de Saint-Pierre-sur-Dive dans le Calvados et votre vie a basculé le 31 décembre 1995 après un accident dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? 31 décembre 1995, un réveillon qui partait pour être festif et qui a tourné au cauchemar pour moi. Une soirée arrosée avec des amis, comme beaucoup de 31 décembre, on fait tous la fête, quoi. Et j'ai aidé un ami dans une bagarre. Et 30 minutes après, on m'a tiré dessus, à bout portant 2 fois. Et ma vie a basculé ce jour-là. Vous perdez votre jambe, vous aviez 19 ans à l'époque et vous vous réveillez à l'hôpital. Dans quel état ? Alors je ne perds pas ma jambe aussitôt. Ma jambe a un trou où on pourrait rentrer une canette de soda à l'intérieur. Le deuxième tir m'a arraché une partie du bras et fait un trou également dans la hanche. Donc je me réveille aux urgences. Je vois un corps en radio sur le mur et je me dis waouh, il a vraiment pas de chance celui-là, sans savoir que c'était moi. Et quand on m'a dit que c'était moi, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas, j'ai des activités à reprendre, je dois être debout, limite sorti de l'hôpital en fin de journée. Et je savais pas que je venais de me faire opérer pendant 16 heures et qu'on avait essayé de me sauver la vie pendant tout ce temps. À l'époque, vous aviez seulement 19 ans, c'est le monde qui s'écroule ? Ah oui, tout s'écroule, tout s'arrête. On ne se rend pas compte, on a l'impression que la vie, on sait que la vie va être différente, mais c'est à la limite qu'on pense que la vie va se terminer. On n'imagine pas, on n'est pas prêt à 19 ans à se dire je vais être en situation de handicap, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Comment je vais faire demain ? Est-ce que je vais remarcher ? Est-ce que je vais pouvoir faire telle ou telle chose ? Et avant tout ça, on m'a dit, avant de pouvoir espérer faire ces choses, on va essayer de te sauver la vie. Il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir accepter. À l'époque, vous étiez sportif de haut niveau. C'était très compliqué. J'ai mis 15 ans à accepter ma situation, mon handicap. 15 ans à me dire que je ne pouvais plus rester dans cette situation. J'étais en surpoids. Je n'osais plus sortir de chez moi parce que le regard des gens était difficile, était très lourd. Et c'est limite si je culpabilisais d'être en situation de handicap et de sortir, j'avais l'impression que je gênais les gens. Et du jour au lendemain, je me suis dit, ça c'est plus possible, je vais me reprendre en main. Et quand j'ai pris cette décision, je regrette de ne pas l'avoir prise plus tôt, mais ça a été une autre vie pour moi. Ouais, le regard des gens, c'était très pesant. Aujourd'hui, vous êtes venu en Bermuda, c'est pas pour la télé, hein. Vous êtes toujours comme ça, vous l'assumez maintenant. Ouais. Depuis 6 ans maintenant, je suis en Bermuda tout le temps. C'est plus facile pour moi d'être en Bermuda pour enfiler la prothèse. En moins d'1 minute, je suis habillé. Avec un pantalon, c'est plus difficile, ça prend plus de temps et j'aime pas perdre du temps pour m'habiller. Paradoxalement, c'est en aidant les autres
aussi que vous en êtes sorti en aidant notamment les enfants handicapés. Ce que j'ai pas eu moi, j'ai voulu le donner aux autres. On m'a pas permis, moi, en étant handicapé, de pouvoir faire du sport. Et j'ai voulu créer quelque chose. Moi, mon sport d'origine, c'est le handball. J'ai voulu créer une section hand-ensemble, ce qu'on appelle hand-ensemble, le handball pour tout le monde, avec des enfants avec des handicaps moteurs, autistes. Et je pense que j'ai réussi ma mission. Ce qui a changé votre vie, c'est aussi le jour où un médecin a enfin mis en place une prothèse adaptée à vos souffrances. Oui, ça a été très long, ça. Je marche depuis maintenant 4 ans. Et donc ça fait 24 ans maintenant que je suis amputé. J'ai passé 20 ans à béquille, à perdre du temps. C'est pareil, je regrette de ne pas avoir changé de prothésiste avant, de ne pas avoir rencontré ce médecin avant. Parce que le jour où je me suis mis à remarcher, j'ai découvert une certaine liberté. Et le sport, vous avez repris le sport à fond? J'ai repris le sport à fond, et le crossfit, qui m'a permis de perdre du poids, de perdre quasiment 25 kilos, de me sentir, d'avoir une certaine confiance en moi aussi. Je ne peux pas décrire réellement tous les bienfaits qu'apporte le crossfit, mais c'est quelque chose, dans les étapes de ma vie, après le handicap, il y a eu le fait de marcher et la découverte de ce sport. Au niveau acceptation de handicap, on passe à un niveau tellement supérieur. On est comme tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureux? Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien aujourd'hui. Je vais très très bien. Merci beaucoup Morad. De rien Florent. Il y a 1 an et demi, des milliers de Français, jusqu'alors silencieux, descendaient dans les rues. En quelques semaines, le mouvement des Gilets jaunes a propulsé dans la lumière des citoyens que rien ne prédestinait à cette médiatisation. De l'ombre à la lumière, rencontre avec 2 porte-paroles normands des Gilets jaunes. Ils ont fait de la rue, des péages et des ronds-points leur tribune. Rassemblement spontané, fédéré autour d'un étendard, le gilet jaune. Guidés par l'espoir et la colère, ils ont d'abord avancé sans leader. Puis les figures emblématiques ont émergé. Ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'en 2-3 jours, on avait l'imaginaire révolutionnaire 1789 en tête, et donc un espoir absolument immense qu'on allait pouvoir enfin faire advenir un monde plus juste. Moi, j'ai jamais été politisée. Enfin voilà, je marche pour personne. Enfin voilà, je marche pour nous quoi. Je marche pour ceux qui sont en bas de l'échelle et qui triment tous les jours. Ingrid Levavasseur, François Boulot, parcours opposé, destin croisé de ces citoyens passés de l'ombre à la lumière. Mes parents n'ont pas le bac, mais ont plutôt réussi à une époque où c'était possible de le faire quand on était motivé, qu'on travaillait, qu'on était aussi malin et qu'on savait saisir des opportunités. Mais je viens d'un milieu donc, qui n'est pas d'éduqué supérieur. J'ai pas eu l'accès en fait aux études puisque j'ai très vite été orientée vers l'apprentissage pour ne pas justement coûter davantage en faisant des études qui auraient pu impacter sur le budget familial. À l'âge de 23 ans, j'étais mère de 2 enfants en instance de divorce et la vie s'est faite ainsi. Moi, je voulais un métier qui avait du sens. Donc, commerce, il en était hors de question. Je ne voulais pas essayer de vendre des produits en créant un besoin qui n'existait pas auparavant chez les gens. Donc, ce qui m'attirait, c'était médecine ou droit. Il sera avocat spécialisé dans le droit du travail. Elle se formera pour devenir aide-soignante. Des chemins qui ne devaient pas les mener en tête de cortège. Ma culture politique était quasiment nulle. J'entendais des brides de conversation à la maison qui m'exaspéraient parce que justement on parlait plus Le Pen et moi ça m'exaspérait parce que mes copains de l'école c'était les Noirs et des Arabes et du coup c'était mes amis et donc à table quand il y avait des discussions familiales on critiquait mes amis. Je suis d'une famille culturellement de droite. Je vote Nicolas Sarkozy en 2007 et je dirais que je le fais plutôt enthousiaste, plein d'espoir concernant l'action qu'il va avoir.
Et puis, c'est durant son quinquennat, je pense que je commence à voir que finalement, les solutions qu'il propose ne sont peut-être pas pertinentes. Vous dites, je suis sorti de mon coma politique. Oui, c'est ça, je suis vraiment sorti du coma politique. En fait, je pense que s'il y a un déclic psychologique, c'est peut-être juste dans mon positionnement, dans mon approche, c'était d'arrêter de me considérer comme un citoyen passif qui subit l'offre politique qui est proposée et de me dire, maintenant c'est moi qui vais essayer de trouver les solutions. C'était quoi ce contexte avant de devenir une gilet jaune? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sortie? Je cumulais mon emploi d'aide-soignante avec mon emploi de sapeur-pompier volontaire. Il m'arrivait de faire des ménages, de faire du repassage. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a plein de choses qui me passent par la tête à ce moment-là parce que je me dis, mais comment faire pour gagner plus, quoi. Et je n'ai pas de solution. Je vois comme tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu l'ébullition. C'est vrai que je voyais que ça circulait et qu'il y avait des gilets jaunes sur le pare-brise, donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais mettre mon gilet jaune sur le pare-brise. Ce 17 novembre, c'était la toute première fois pour moi que je manifestais. C'était la première fois où je me retrouvais dans ce type d'événement. J'avais jamais manifesté de ma vie avant, jamais. Il y a de la soupe! Qui veut de la soupe? Il y a encore une idée. Non, mais attends, c'est normal. C'est exceptionnel parce que je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi tout ce monde, quoi? Et ça klaxonnait. Et j'ai vu tous ces gens-là en gilet jaune, je me suis dit, c'est magique. Enfin, il y avait une euphorie, en fait, grandissante. Les gens riaient, les gens se parlaient. Et puis on était ensemble, quoi. Et ça, c'était... Enfin, je garderai un souvenir exceptionnel de cette journée. On a beaucoup entendu sur les ronds-points l'idée que sur les ronds-points on a retrouvé la fraternité et maintenant on va aller reconquérir la liberté et l'égalité. Je suis arrivé sur le rond-point de la Motte. Les quelques personnes gilets jaunes que j'ai vues, au début ils me prenaient pour un journaliste ou un membre des RG. C'est vrai que j'avais peut-être plus cette tête-là que celle d'un gilet jaune. Bon, au tout début, mon idée c'est juste de discuter avec les gens, comprendre ce qui se passe. Et puis assez rapidement, en fait, il y a 2-3 réunions publiques d'assemblée où on me demande de prendre la parole. Le message qui est clair et qu'il faut que tout le monde ait à l'esprit, c'est que le souverain dans ce pays, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le Président de la République, c'est le peuple. Allez, on lâche rien. Ils vont être extrêmement touchés et soutenir tous les gens qui, effectivement, ne sont pas forcément de leur classe sociale, mais qui pourraient rester chez eux, mais qui ne le font pas et viennent au contraire les aider. Les revendications du peuple, toutes les revendications populaires, nous avons compris. Le premier jour où j'ai été repérée par Maxime Darquier, le journaliste de France 5, il vient me parler et il commence à m'interviewer. Il me dit, est-ce que je peux vous filmer? Je vous pose 2-3 questions. On nous parle de taxes, on nous parle de tout ceci, tout cela, mais nous concrètement on s'en fout. Et là il commence à me dire, alors Macron démission. Et je lui dis, bah non, Macron démission pour moi ça veut rien dire en fait, parce que si Macron démissionne, qui on va mettre à la place? Et en fait là il est assez surpris parce qu'il se dit, tiens c'est un discours que j'entends pas depuis le 17 novembre, c'est assez surprenant. Voilà. Alors, Ingrid Levavasseur, bonsoir. Qu'est-ce qu'il peut vous dire, Emmanuel Macron, que ce soit mardi, mercredi ou la semaine prochaine, de nature à vous rassurer? Déjà, je pense que Emmanuel Macron a fait une grosse erreur, c'est de ne pas intervenir avant. Il a laissé gonfler le mouvement et la colère des uns et des autres. Et là, je me dis, bon bah voilà, j'ai fait mon travail, j'ai parlé et je sors du plateau. Et c'est vrai que les journalistes viennent me voir et notamment le producteur vient me saluer et me dit est-ce que je peux donner votre numéro parce que attendez-vous à être appelé par de nombreux médias. Alors je dis bah oui, pas de problème. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas de la flatterie parce que mon téléphone n'a fait que sonner. Il a fait que sonner toute la soirée, toute la nuit, le lendemain. Enfin, ça a été le début de la folie en fait. Je fais quelques plateaux télé au niveau national, donc c'est plutôt fin décembre, début janvier. Je ne m'attends pas du tout à effectivement avoir mon image comme ça
prendre une telle ampleur d'un coup. Au moment où je surgis, ça fait déjà plusieurs jours, voire semaines, que les médias présentent le mouvement sous sa forme violente. Je sais très bien quand j'arrive sur les plateaux télé avec ma tête de premier de la classe et mon statut d'avocat, évidemment déjà dans l'image je brise totalement le récit d'un mouvement qui serait exclusivement violent et qui serait uniquement protestataire. Donc je savais que ça c'était mon rôle. Tous les gens que je connaissais m'envoyaient des messages, des gens que j'avais pas vus depuis des années m'envoyaient des messages, mes ex-conjoints, enfin voilà, ça a été dingue. On est déterminés dans notre souffrance et c'est pour ça qu'on lâchera rien. Donc je me dis voilà, j'ai une mission bien sûr sans parler de religion, et il faut que je l'accomplisse. C'est pas en donnant 100 € ou 90 € à des foyers qui sont... C'est toujours une épreuve, en fait, d'aller sur les plateaux télé. J'ai bien vu que vous étiez déjà dans tous les calculs politiciens, que vous maîtrisiez très bien toute cette politique que les Français veulent plus. Moi, je ne recherche pas un mandat électoral, moi, je pense que j'ai vraiment le sentiment de rentrer dans une arène, c'est-à-dire que je sais que je vais avoir peu d'interlocuteurs qui me sont favorables et qu'on va me couper, qu'on va chercher à me mettre en difficulté. Moi, ce que je vis, c'est d'essayer d'être performant. Donc moi, être sur le plateau en soi, ça ne m'intéresse pas. Après, il y a des cas de jalousie. Il y a des gens qui disent « Oui, mais pourquoi c'est toi qui passes toujours à la télé ?» Il y a eu des rumeurs folles sur moi, comme quoi je négociais avec des commerçants, que je recevais des bakchiches. Enfin, en fait, c'est comme si, parce que je passais à la télé, je devenais multimillionnaire, quoi. Et sauf que... les gens n'ont pas compris qu'en fait j'ai été bénévole, très clairement, pour ce mouvement pendant 1 an. Portée par son élan médiatique, Ingrid Levavasseur s'engage politiquement en janvier 2019 et veut mener une liste gilets jaunes aux élections européennes, une décision qui lui sera fatale. Je voterai pas pour elle. Pourquoi? Je lui dis carrément qu'il faut qu'elle enlève son gilet jaune. Ben, je l'ai pas là. Elle a créé un parti politique, elle a pu, c'est fini, on n'en parle plus. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle a créé un parti politique, elle le sait, de toute façon, c'est comme ça. C'était pas le moment de créer un parti politique, c'était pas maintenant. C'était de faire le buzz, vous avez gagné, vous avez fait le buzz. On me reproche tout et rien, on me reproche de communiquer, on me reproche de ne pas communiquer, on me reproche d'être présente avec les caméras ou sans les caméras. En fait, on me reproche tout. Quand je prends la décision d'aller aux européennes. En février, elle abandonne finalement la liste du ralliement d'initiatives citoyennes. Je décide d'aller manifester pour raccrocher les wagons et je me dis voilà, j'ai fait une erreur, je le dis haut et fort, c'était pas ce qu'il fallait faire, voilà, mea culpa, je reviens, voilà, je vais faire autrement. Puisque c'est ce que vous voulez, j'y vais. Et en fait, ce 17 février, je me fais agresser physiquement et verbalement par des dizaines et des dizaines de gilets jaunes. Bon, cette vidéo a été vue des centaines et des centaines de milliers de fois. Et là, pour moi, je me dis, là, c'est fini, quoi. C'est fini, j'arrête, c'est bon, j'ai donné, quoi. Est-ce que déjà vous vous considérez encore comme une gilet jaune? Non, je me considère plus du tout comme gilet jaune. Je me considère comme une personne issue de ce mouvement. J'ai pris la lumière médiatique avec ce mouvement, mais je ne veux pas devenir actrice, influenceuse Instagram. Moi, je veux juste travailler, aimer mes enfants et continuer à voir mes amis. En fait, je ne cherche pas davantage de notoriété. Le mouvement a bouleversé ma vie. Après, combien de temps ça va durer, quelle va être la forme de ma vie plus tard, ça, j'en ai aucune idée. Peut-être le plus gros bouleversement, c'est que pour la première fois dans ma vie, je ne sais pas quel sera mon avenir dans 6 mois. Est-ce que ce mouvement a fait de vous un homme politique? Oui, je le suis, mais parce que les Gilets jaunes font de la politique depuis le début. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu que le monde dysfonctionnait, j'ai vu qu'il y avait trop de pauvreté, qu'il y avait trop de précarité, et je pense connaître en tout cas au moins une partie des solutions pour essayer de changer ça. Donc maintenant, je ne peux pas retourner à ma vie d'avant où j'étais dans le coma politique, où je pense qu'à moi, ma petite famille, et puis je gagne de l'argent, je consomme, je joue au tennis, vous voyez, je ne peux pas faire ça. Ma vie est totalement transformée, mais en fait, j'ai les inconvénients et pas les avantages. J'ai eu la très mauvaise surprise de ne pas pouvoir trouver de travail.
Et ça a été pour moi très compliqué parce que dans mon domaine, en tant qu'aide-soignante, dans le paramédical, les difficultés sont tellement grandes dans les milieux hospitaliers et dans les cliniques, on manque tellement de bras et de moyens que je pense que les recruteurs, les cadres et compagnie se disent c'est un danger. On ne va pas embaucher quelqu'un qui a juste à décrocher le téléphone pour faire venir des médias. Donc j'ai eu plus de 15 personnes qui m'ont refusé en fait un emploi, alors que c'est un métier porteur où il y a de la demande. Ma vie a été modifiée, mais pas forcément comme on s'imagine. C'est sans doute le changement le plus radical dans la vie d'un être humain, celui de l'identité sexuelle et civile. Naître homme et devenir femme, ou être une femme et devenir un homme. En France, 15 000 personnes sont transgenres. Le changement de genre est un long parcours que notre dernier invité, Liam Pichard, a décidé d'emprunter. Bonjour Liam. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes un homme transgenre. Il y a encore quelques années, vous étiez une femme, une jeune femme. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre corps et votre esprit n'étaient pas en adéquation ou plus en adéquation? Vers l'âge de 14-15 ans. Enfin, je le savais déjà avant, mais j'avais pas les mots. Et après, j'ai commencé à avoir des émissions comme celle-ci et je voyais des gens expliquer du coup leur mal-être. Et je me disais, tiens, c'est marrant, enfin, c'est pareil. Et du coup, vers 17 ans, j'ai plus approfondi, j'ai été voir une association et pour avoir plus de détails. C'était quoi le mal-être là, du coup, adolescent? Qu'est-ce que vous ressentiez? De ne pas être dans le bon corps. J'avais honte de mon corps, je voulais pas sortir, je voulais pas le montrer. Enfin, j'étais pas bien, je savais pas comment l'expliquer à l'époque et au final, je voulais être un homme. Enfin, j'étais un homme, je voulais avoir le corps d'un homme, je voulais être reconnu comme un homme, qu'on m'appelle monsieur, avoir de la barbe, les cheveux courts, tout ça quoi. Et ça, votre entourage le sentait, que vous n'étiez pas bien? Ma mère, pas trop. Mon père, oui, apparemment, il l'a toujours un peu su. Et mes oncles et mes tantes aussi. Donc, quand vous avez vu cette émission de télé, vous vous êtes dit, je vais commencer ma transition, une transformation physique. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, quand j'ai regardé les émissions, du coup, je me suis documenté déjà sur Internet. Je regardais ce que c'est la transidentité et tout ça. Donc, j'ai vu qu'il fallait avoir des hormones, tout ça, pour être physiquement un homme. Et du coup, j'ai un ami, il m'a contacté sur Facebook parce qu'on était au lycée ensemble et je partageais beaucoup de choses à l'époque sur Facebook. Et il me disait, tiens, moi aussi, je ressens ça et tout. Et il avait pris contact avec une association à Rouen. Donc l'association, c'est Groupe d'entraide transidentitaire et intersexe. Et du coup, on a pris contact avec eux, on a fait des réunions, on s'est présenté. Et du coup, on a vu d'autres personnes trans. Et du coup, ils nous ont expliqué tout le cheminement qu'il fallait faire. Et du coup, après, ils nous ont entraînés, enfin, ils nous ont aidés. Et vous vous sentiez prêt à prendre ce chemin, justement, à faire toutes ces démarches à l'époque? Parce que j'avais mon entourage, tout seul, je ne l'aurais jamais fait. À l'époque, j'avais une petite copine, donc elle m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai mes amis qui étaient là en mode, oui, vas-y, fais ça, il faut que ça soit ça que... Enfin, il te faut ça, c'est ça qu'il te faut, et tu te sentiras mieux. Et... Donc vos amis ont bien accueilli la nouvelle, et vos parents, vos proches, votre famille? Ouais, ma mère, elle a eu un petit peu de réticence, mais c'était surtout au niveau de ma santé, parce qu'il n'y a pas assez de recul sur les hormones qu'on s'injecte et tout. Mais après, à part ça, non, c'était surtout le regard des autres qui faisait un peu peur, mais sinon, il n'y avait pas de soucis. Dans tous les cas, tant que je suis heureux, c'est le principal, quoi. Et votre papa? Et mon papa, il m'a dit, parce que j'ai un grand frère, et du coup, il m'a dit que ça lui posait pas de problème d'avoir 2 fils, que c'était pas grave, il n'y avait pas mort d'homme, quoi. Tant que j'étais bien, c'était mieux. Vous vous attendiez à cette réaction positive? Pas du tout, pas du tout. Non, mais mon père, il a été surprenant au niveau de ma transidentité, énorme. Enfin, j'étais choquée de sa réaction, mais non, ça a été un super... Vous considérez chanceux qu'ils aient réagi comme ça? Totalement. Il y en a qui sont virés de chez eux, il y en a qui malheureusement se suicident parce qu'ils pensent qu'ils y arriveront jamais. Donc non, moi ça a été un soulagement énorme de voir que j'avais le soutien de ma famille et de mes amis surtout. Vous avez commencé du coup votre transition médicale. Elle consiste en quoi exactement? Alors en fait, avant la transition médicale, il faut aller voir le médecin généraliste pour avoir ce qu'on appelle une ALD. Donc c'est une affection longue durée, c'est ça exactement.
Après, je dois aller voir un psychiatre donc, pour lui expliquer du coup mon mal-être et pour qu'elle dise que c'est pas une maladie comme la schizophrénie, parce que ça peut être ça, malheureusement. Et du coup, elle dit que non, c'est bon, on est bien transgenre et tout, et donc elle fait une attestation. Après, nous, on doit aller voir un endocrinologue qui, du coup, regarde l'attestation de la psy. Il discute toujours avec nous pour nous poser toujours des questions. Et après, ils donnent l'ordonnance pour, du coup, avoir l'androtardil, donc la testostérone. Moi, c'est à s'injecter une fois toutes les 4 semaines. Après, ça dépend des gens, et ça peut être une fois toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qu'elle produit sur votre corps, ces injections ? Alors au début c'est la chaleur, j'avais très chaud. Après il y a la pousse de la pilosité, la répartition des graisses. Donc au lieu de prendre au niveau des hanches, maintenant je prends plus au niveau du ventre, au niveau du poids. La voix grave, le visage qui change, parce que j'avais pas du tout ce visage-là avant. Et puis l'assurance, je pense moi ça m'a surtout aidé à l'assumer complètement. Enfin, sans le médicament, j'aurais pas assumé. Est-ce que vous avez eu des doutes pendant cette transition ou quelques mois après la prise d'hormones ? Après, non. En vous voyant changer ? En me voyant changer, j'étais heureux, j'étais génial. J'ai la voix qui change. Du coup, au téléphone, on m'appelle plus monsieur. Du coup, ça, c'était génial. Par contre, le soir d'avant, j'ai eu très peur. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un risque ? Enfin, c'est quelque chose à vie. Donc, une fois que j'ai commencé, je pourrais plus m'arrêter. Enfin, si, je pourrais m'arrêter, mais la pilosité, elle restera là. Même si demain j'arrête, j'aurai toujours la pilosité, j'aurai toujours la voix grave. Enfin, donc, c'est un truc super dur. Mais non, j'avais ma copine, du coup, à l'époque, elle m'a dit, c'est ce qu'il te faut. Donc, c'est une renaissance pour vous ? Complètement. C'est génial. La vie, elle est... C'est génial. Vous êtes heureux alors ? Ouais, complètement. Merci beaucoup Liam Fischer, merci. Pas de souci. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 3 Normandie. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de région.